Je me suis beaucoup intéressé à la question de la structuration villageoise sur l'île Jésus parce qu'on disait que l'île était pratiquement seulement qu'agricole et que il y avait peu d'échanges économiques au 19e siècle. C'était une historiographie beaucoup centrée sur l'autarcie puis une économie agricole. Moi, je trouvais qu'il y avait du mouvement au 19e siècle, beaucoup, notamment avec la création des villages. Et ce que j'ai montré dans mon mémoire de maîtrise, c'est que finalement, le territoire de Saint-Martin, puis de l'île Jésus plus général, est connecté sur l'économie du bois au 19e siècle. Et ça, c'est très important parce que c'est pas un territoire qui se développe en autarcie, notamment à la Barre à Plouffe. Et la Barre à Plouffe est un cas où on a une création de village qui n'est pas due à une paroisse ou au seigneur. Le seigneur a tenté au 19e siècle de créer des villages sur l'île et ça ne lèvera pas à Saint-François-de-Sales parce qu'il n'y a pas la population, puis bon, il y a différents contextes. Mais à Saint-Martin, on a 3 noyaux qui vont se développer au 19e. Et Saint-Martin correspond plus au profil qu'on attendait avec la création de l'Église. Le noyau va se structurer, mais à la Barre à Plouffe, comme on dit, on ne l'attendait pas. Et c'est ça que je trouvais très intéressant pour montrer l'impact des échanges au 19e siècle qui venaient contredire l'historiographie traditionnelle qui disait que comme c'était une île, c'était une économie insulaire avec peu d'échanges. Alors que je montre notamment avec la Barre à Plouffe qu'il y a des échanges avec le Haut-Canada. L'hiver, les voyageurs forestiers vont bûcher le bois en forêt et au printemps, quand la glace fond, ils vont transporter les grandes cages de bois sur la rivière des Prairies, moins sur la rivière des Mille-Îles. Et la Barre à Plouffe devient un lieu stratégique parce qu'il y a les rapides. Le début de l'industrie si on veut dire, du transport du bois par les cages a été provoqué du fait que l'Angleterre avait besoin de s'approvisionner en bois pour la construction de ses bateaux. Et tout ça, son recul dans le temps, c'est parce qu'il y a eu le blocus de Napoléon qui a fait en sorte que l'Angleterre ne pouvait plus s'approvisionner sur le continent. Et c'est ça qui fait qu'eux se sont tournés vers une de leurs colonies, dont le Canada, pour venir se procurer du bois. C'est le premier qui s'est occupé, ou enfin qui était intéressé à ce genre d'industrie, c'était Philemon Wright, qui, lui, avait déjà une bonne installation au niveau agriculture. Il voyait pas, c'était pas tellement bon au niveau économique, et il avait entendu parler qu'il y avait justement une demande pour le bois. Le bois, bien évidemment, était abattu dans la région de Hull. Alors, on va abattre les arbres, on va les écarrer de façon qu'on ait 4 faces plates. Et on va avoir des billots qui vont être quasiment d'une longueur d'une 40aine de pieds de long. Et là, on va procéder à la construction des fameux radeaux, qui, l'ensemble des radeaux, va constituer ce qu'on appelle les fameuses cages. Ceux qui vont embarquer sur les cages, c'est des gens peut-être un peu plus jeunes, parce que c'est sûr, on s'en va plus à l'aventure, on risque d'avoir des imprévus, des situations quand même un peu plus difficiles, là. La Barre à Plouffe, lorsqu'on arrivait au rapide du Crochet, c'était un obstacle. Alors, ce qui fait que automatiquement, il fallait arrêter pendant une grosse journée, puis même je dirais une couple de jours, puis évidemment, des nuits par le fait même. Ce qui fait que là, en arrivant, c'est qu'on se reposait. Et on allait chez l'hôtelier, le monsieur Lemay, qui en même temps est un marchand de bois. Alors, il connaissait bien le domaine. Et il en profitait en passant, ce monsieur-là, de faire du commerce avec ceux qui, les maîtres cages,
qui avait, bien, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas juste les cages, hein, il y avait des planches sur les cages, il y avait, comme j'ai dit tout à l'heure, soit du blé, de la farine, ainsi de suite. Alors, ils en profitaient pour faire du commerce. Alors, ça lui permettait de s'approvisionner en bois. Au niveau des aires villageoises, il y a vraiment deux fonctions différentes entre le village de Saint-Martin et la Barre à Plouffe. Le village de Saint-Martin, on va y retrouver davantage d'artisans, artisans du cuir, artisans du bois et de l'alimentation. On a un plus grand nombre ou une plus grande palette d'artisans différents à Saint-Martin, alors que à la Barre à Plouffe, on va avoir surtout des artisans liés au bois. 60% de la main-d'œuvre de l'aire villageoise de la Barre à Plouffe est liée au bois, alors qu'à Saint-Martin, on va avoir davantage des selliers, on va avoir des boulangers. Alors, la palette de métiers est plus grande à Saint-Martin. Et à Saint-Martin, on va avoir aussi le notaire qui va être là. Donc, on a les membres des professions libérales, les médecins. C'est l'époque où il y a des nouvelles découvertes qui se font. Alors, les gens sont très curieux. Un des notaires est chantre à l'église. Donc, ils ont une vie sociale, nos ancêtres. Alors, c'est pas juste ils sont notaires et ils font pas d'autre chose. Il y a vraiment une certaine ébullition au 19e et l'arrivée du chemin de fer va assurer un débouché pour l'industrie du bois. Pierre Viault, qui va construire le pont Viault, va obtenir un contrat de 4 000 $ en 1855. Il doit fournir 17 000 pièces de bois pour le grand tronc. Alors, on est vraiment dans le développement du chemin de fer et ça amène de l'activité économique pour nos voyageurs forestiers et pour les marchands. Alors, il faut avoir une image plus ouverte du 19e siècle et du territoire de l'île Jésus. À la grosse vague, là, genre de déménagement dans la vallée, à la villégiature, genre vers la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, okay. Les gens qui avaient un peu d'argent, donc venaient à Laval, genre l'été, ils avaient une maison d'été puis ils s'installaient près des rivières. Fait que tout ça, là, cette espèce de petit esprit de genre petite maison et tout, c'est issu de ça.